Bonjour à tous et merci pour cette deuxième séquence donc sur le rôle des collectivités territoriales, acteurs majeurs de la transition. Donc nous allons commencer par un regard croisé entre Sylvain Waserman, donc président directeur général de l'ADEME, et Franck Leroy. Vous êtes président de la région Grand Est, mais vous êtes là au titre de Région de France. Alors nos deux grands témoins vont nous expliquer comment concrètement sur le terrain se déroule cette planification. Alors, Sylvain Waserman, donc l'ADEME a proposé 4 scénarios sur la transition en 2050. Est-ce que la planification proposée par le gouvernement suit le bon chemin? Et est-ce qu'il y aura une régionalisation de ces scénarios? Bonjour, on rentre directement dans le sujet. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Alors, effectivement, l'ADEME a une double mission. Celle d'éclairer la décision publique, parfois de l'inspirer, et celle de déployer massivement les solutions qui marchent pour la transition écologique et pour l'accélération de la transition. Dans ce premier rôle d'éclairer les décideurs, les équipes ont travaillé, alors je le dis d'autant plus facilement que je n'y suis pour rien, mais ont brillamment travaillé, parce que c'est un vrai travail très intéressant, sur en fait la déclinaison des scénarios du GIEC en 4 scénarios qui projettent des modèles de société possibles pour atteindre la transition écologique. Et ces 4 scénarios ont des points communs. Par exemple, sur la sobriété, l'efficacité énergétique, ils ont des points communs sur la part des ENR, au moins 70%. Et puis, ils ont un objectif commun, puisque maintenant on connaît, et ça c'est une grande différence par rapport à il y a encore un an, on connaît l'objectif chiffré. Et moi qui viens du monde de l'entreprise, avoir un objectif chiffré et avoir une cible chiffrée, ça change tout. C'est facile, on fait 400 millions de tonnes aujourd'hui. Pour atteindre la décarbonation, il faut faire 270 millions de tonnes en 2030. Donc on a 7 ans pour trouver 130 à 140 millions de tonnes de carbone en économie récurrente de carbone. Et donc du coup, aujourd'hui, on est à ce moment clé où on sait que sans les territoires, la transition écologique ne marchera pas. J'avais écrit un livre blanc il y a bien longtemps, quand je travaillais dans le domaine de l'énergie, qui disait la transition écologique, elle sera territoriale ou elle ne sera pas, pour une raison simple. C'est que les projets, ils naissent, ils réussissent ou ils échouent sur les territoires en fonction du fait qu'il y a un porteur du projet, des acteurs économiques engagés, des citoyens qui acceptent, des élus qui soutiennent. Donc cette logique, cette dynamique-là, elle est territoriale. Donc maintenant, oui, ces scénarios, ils ont permis de projeter dans des façons d'atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, on est sur une territorialisation des objectifs chiffrés, et c'est une nouvelle époque, puisque chacun va pouvoir contribuer et se positionner au regard de cet objectif. Donc à quand la régionalisation des scénarios? Alors le ministre Christophe Béchu porte l'exercice de territorialisation. Moi je finis un tour de France, là j'ai commencé mon mandat par un tour de France des différentes régions pour voir les équipes de l'ADEME, les préfets, les élus territoriaux. C'est vraiment le bon moment. Il y a une convergence des volontés, des intentions, il y a une prise de conscience. Vous savez que maintenant 82% des Français, c'est une enquête qu'on fait depuis 23 ans, donc on a un peu de recul, on fait depuis 23 ans la même. 82% des Français ont réalisé que le dérèglement climatique est lié à l'activité humaine. Donc ça, cette prise de conscience est faite. Maintenant, c'est le comment, concrètement, on y arrive. Et ça, c'est la mobilisation des actions, des acteurs, sur les territoires qui rendront ça possible. Alors justement, concrètement, il y a depuis cet été des comités régionaux de l'énergie qui se mettent en place afin de favoriser la concertation entre les différentes collectivités. Où en sommes-nous, Monsieur Leroy, et quel sera le réel poids de ces comités régionaux? Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Toutes les régions sont en train de mettre en place leurs comités régionaux de l'énergie. Ça va être un organe de pilotage qui va permettre à chaque région, à partir de la trajectoire énergétique qui a été définie dans leurs schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les fameuses RADET, toutes ont défini une trajectoire devant mener à la neutralité carbone en 2050 au plus tard. Et donc ces comités régionaux de l'énergie vont rassembler les acteurs de l'énergie, les énergéticiens, les syndicats professionnels, les acteurs agricoles, économiques, etc., pour débattre de ces questions et faire en sorte de décliner régionalement les trajectoires qui ont été définies au niveau national. Et ce travail il a déjà commencé dans un certain nombre de régions. Je crois qu'Hauts-de-France a été la première région à délibérer courant juillet. Pour la plupart des régions, ce sera en octobre et novembre. Donc, on peut dire que d'ici fin novembre, toutes les régions auront en place un comité régional de l'énergie qui va piloter en lien avec l'État, puisque ce comité est coprésidé par
le préfet ou la préfète de région et le président de la région, de manière à ce que l'ensemble des acteurs puissent avoir une vision très claire des enjeux. Et dans ces acteurs, j'inclus évidemment tous les acteurs territoriaux, des présidents d'intercommunalités, des présidents de métropole, des territoires ruraux, parce que, comme le disait à l'instant le président de l'ADEME, c'est essentiel de construire cette démarche énergétique avec les territoires. C'est eux qui ont le plus à gagner à ce développement des énergies renouvelables, parce que quelque part, c'est aussi de la richesse qu'on reconquiert au niveau local, alors que jusqu'ici, effectivement, les territoires ne se souciaient pas tellement de l'énergie qui était l'affaire des grands énergéticiens. Et est-ce que ces comités, enfin les avis de ces comités, auront un réel poids face à certains projets ? Ah oui, bien sûr, puisque d'abord ce sera le message politique donné par les autorités publiques régionales, en lien étroit avec la planification écologique telle qu'elle a été pensée au niveau national. Il y a une grande cohérence dans tout ça, et puis c'est mettre en mouvement l'ensemble des acteurs. Ça veut dire les préfets, les sous-préfets côté État, côté acteurs publics, l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui sont plutôt gagnés par une forme d'appétence pour les énergies renouvelables qu'effrayés par cela. C'est plutôt une bonne chose. Alors, c'est toujours un peu plus difficile sur l'éolien, encore que les projets continuent de se développer, mais sur un certain nombre d'énergies, il y a un travail de sensibilisation important à faire encore, de pédagogie, parce qu'il y a aussi des lobbies qui n'ont aucun intérêt à voir se développer les énergies renouvelables, et il faut les combattre. Une question pour tous les deux. Avec la loi climat et résilience, le rôle des régions comme animateur territorial est renforcé. En face, on voit bien qu'il y a l'ADEME qui est structurée via des directions régionales. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de chevauchement entre les deux? Et quelles sont vos interventions respectives en fait, sur l'énergie? Alors, je sais que vous venez tous les deux de la région Grand Est, donc on peut peut-être prendre cet exemple, comment ça se passe dans le Grand Est. Alors, je ne sais pas si je dois dire que c'est un bon exemple, parce qu'on va me juger forcément, juger parti, mais c'est vrai que depuis très longtemps, l'ADEME et la région coopèrent de manière extrêmement étroite dans le Grand Est. On a créé par exemple une marque commune qui s'appelle Climaction. Ça veut dire que tous les porteurs de projets, qu'ils soient particuliers, organismes logeurs, collectivités, entreprises, n'ont pas à déposer de dossier à l'ADEME, n'ont pas à déposer à la région, ils déposent un dossier Climaction. Et derrière, il y a une organisation commune sous cette marque qui traite toutes les problématiques énergétiques sans exception. Deuxième exemple, on est la première et sans doute la seule région aujourd'hui à s'être vue déléguer le fonds chaleur par l'ADEME. Là aussi, c'est une marque de confiance très forte. Je dis tout de suite que c'était juste avant que Sylvain soit élu président, comme ça il n'y a pas de risque de collusion, mais en tout cas c'est une belle démarche qui montre que sur le terrain, en tout cas dans notre région, et je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il n'en soit pas de même dans d'autres régions, il y a vraiment une démarche qu'on aborde avec une grande confiance mutuelle, dans un esprit extrêmement constructif, avec la volonté d'aller vite et loin. Oui, c'est un point important, parce qu'au moment où notre pays investit massivement dans la transition écologique, a des politiques volontaristes, des dispositifs, des actions territoriales, il serait absurde que les acteurs qui ont ce but commun, la transition écologique, se marchent sur les pieds. Ce serait inexcusable qu'on ait des zones de recoupement qui freinent l'action ou qui la rendent inefficace. Je pense que l'exemple du Grand Est, et j'y suis pour rien, mais c'est un exemple qui marche très bien, qui est très inspirant. Mais je crois que vous avez posé tout à l'heure une question sur qui décide, le pouvoir, etc., du comité énergie. Je crois qu'aujourd'hui, le sujet, c'est la mobilisation. Et il y a peut-être encore quelques personnes dans un ministère parisien qui se sont fait l'idée qu'il suffirait de faire un décret pour imposer. Ça ne marche pas comme ça. Et on le sait très bien, on le sait tous. Aujourd'hui, c'est de la co-construction d'objectifs, du copilotage de ces objectifs. C'est vraiment une mobilisation qu'on doit réussir. Et personne ne décrète depuis un bureau. Vous savez, quand j'étais député, je votais des PPE. Et les PPE donnaient des objectifs d'ENR. Et en fait, quand on faisait la somme des SRADET, ça ne collait pas à l'objectif national. Et j'avais l'impression, je disais, mais j'ai l'impression que je suis le seul que ça dérange, quoi. On vit dans un monde de fous où on saute sur notre chaise au Palais Bourbon en votant une PPE. Chaque région fait légitimement et de façon souveraine son objectif, et ça ne colle pas. Alors évidemment, depuis, il y a eu énormément de progrès qui a été fait. Il y a des progrès dans les lois d'abord pour l'alignement, mais surtout dans ce dialogue territorial qui doit amener à des objectifs qui sont atteignables, réalistes, mais très volontaristes, et à une mobilisation des acteurs. Je pense que tout le monde a compris que la transition écologique, elle réussit par la mobilisation et pas par un jeu de pouvoir qui desservirait la cause commune.
J'espère que tout le monde a compris en tout cas. Un mot sur les outils que l'ADEME met en place pour accompagner les collectivités territoriales à définir ces zones d'accélération. En fait, il y a une réalité, bon, vous êtes tous dans le milieu de la transition écologique, vous baignez là-dedans, mais c'est compliqué la transition écologique. C'est compliqué, parce que vous êtes citoyen, vous entendez qu'il faut une voiture électrique, puis après vous voyez un reportage sur le fait qu'en Chine, ils font un désastre écologique avec les métaux rares qu'ils extraient. Donc c'est sans cesse des messages et des contre-messages. Et c'est vrai aussi pour les élus, c'est vrai aussi pour les territoires, c'est vrai pour les chefs d'entreprise. Nous, à l'ADEME, on a un rôle aussi de décryptage de la transition écologique, et on travaille avec des outils, notamment des fiches ENR. Moi, je vous invite à regarder ces fiches ENR. C'est des outils, alors là aussi, j'y suis pour rien, donc je le dis avec d'autant plus de liberté. C'est des très bons outils à destination des élus, pour non seulement leur donner des éléments de compréhension de chacune des technologies, mais aussi pour anticiper les remarques qu'ils ne manqueront pas d'avoir de leurs concitoyens, les réserves, les débats, et leur donner du fact-checking et des éléments concrets pour pouvoir piloter, accélérer leur zone ou définir leur zone d'accélération des énergies renouvelables. Donc nous, on a ce rôle d'accompagnement, on a ce rôle de décryptage de la transition écologique, mais ne nous trompons pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas un chef d'entreprise, il n'y a pas un élu local qui se contrefiche de la transition écologique. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, la question pour moi, elle est le comment. Comment on les accompagne? Comment est-ce qu'on transforme l'éco-anxiété dans une énergie positive qui transforme les choses? Comment est-ce qu'on aide les élus à leur échelle, de leur village? 50% de leurs décisions impactent sur la transition écologique en réalité, dans l'urbanisme, dans les moyens de déplacement, dans toutes ces thématiques. Donc voilà, comment on accompagne les élus du territoire dans le décryptage et dans l'action concrète, dans le comment. Je crois que c'est un des grands enjeux des années à venir. Merci. Une dernière question à Franck Leroy. Par rapport au planning de concertation, donc c'est vraiment serré. Fin de l'année, les collectivités doivent avoir rendu leur zone d'accélération. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est tenable? Alors, c'est déjà fait pour certaines communes, plus difficile pour d'autres, parce que les 35 000 maires de France ont reçu effectivement des consignes en la matière. Laissons un petit peu de temps pour que cette opération remonte. Ce qui est sûr, c'est que notre rôle, et le rôle notamment des comités régionaux d'énergie, va être de s'emparer de ces données qui vont remonter du terrain et d'encourager partout l'émergence de projets d'énergie renouvelable. Nous-mêmes, nous votons le 12 octobre prochain la création d'une SEM énergie renouvelable qui a pour objectif de prendre des parts de capital dans tous les projets d'énergie renouvelable des territoires. L'idée, c'est effectivement d'apporter en capital pour crédibiliser la démarche, pour appuyer toutes celles et ceux, et il y en a de plus en plus, qui sont convaincus que quand on est commune, quand on est un groupement de communes, quand on est un EPCI ou un SCOT, on a peut-être vocation à ne pas regarder les trains passer, mais à rentrer dans le train, c'est-à-dire de se dire à un moment, après tout, notre territoire a un potentiel en énergie. Si on rentre dedans, d'abord, on sera plus informé des choses. Deuxièmement, c'est formidable en termes d'acceptabilité, parce qu'à partir du moment où les communes sont dedans, leurs habitants généralement adhèrent et les maires font un gros travail d'explication. Et ça permet d'accélérer, de booster le développement des projets territoriaux. Il y a des projets et des démarches participatives. On aide en ingénierie, évidemment, parce qu'un projet, comme le disait Sylvain Wazerman à l'instant, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui disent on aimerait bien y aller, mais on ne sait pas par quel bout prendre le problème. Notre rôle, c'est d'être en appui de tous ces projets territoriaux pour justement inciter les élus, les territoires, les entreprises à y aller, à investir, à mettre du capital, parce que c'est, c'est rentable et c'est un moyen de reprendre son destin en main. Là où certains territoires se pensaient un peu perdus, ils ignoraient que par les caractéristiques de leur territoire, il y a parfois du vent, il y a parfois de l'ensoleillement, il y a parfois de la biomasse en quantité phénoménale, il y a des caractéristiques naturelles qui font qu'on peut produire beaucoup d'énergie. Et cette énergie, il faut qu'on investisse et que les territoires investissent dedans. Donc c'est la démarche qu'on a adoptée de notre côté. Pour la fin de l'année, c'est jouable? Pardon? Les premiers, oui, mais on n'aura pas traité tout d'ici la fin de l'année, c'est évident. Oui, monsieur Wazerman. Oui, juste remarque, il y a un point extrêmement important dans ce que disait monsieur le Président sur la dimension citoyenne des énergies. Et les énergies renouvelables ont ça de nouveau, qu'elles prennent en compte la dimension citoyenne de plus en plus pour l'acceptabilité citoyenne et pour l'implication des citoyens dans l'émergence de ces projets. Ça, c'est une tendance de fond, elle est extrêmement importante. On monte notamment des travaux sur l'énergie citoyenne, il y a un grand colloque à Lyon bientôt en octobre, mais en tout cas, c'est une thématique majeure sur laquelle les énergies renouvelables montrent l'exemple de l'appropriation et de l'acceptabilité citoyenne. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Et on enchaîne. Donc je vous laisse redescendre.